Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que tu as l'impression d'être coincé. Peut-être que tu regardes autour de toi et tu vois des gens qui semblent comprendre des choses plus vite, qui résolvent des problèmes pendant que tu rames encore sur les bases. Peut-être que tu as grandi en te disant que certaines personnes sont juste nées intelligentes et que toi, tu n'as pas eu cette chance. Je te comprends, et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Bienvenue sur Esprit Stoïcien, la chaîne qui transforme la sagesse ancienne en outil pratique pour ta vie moderne. Dans cette vidéo, tu vas découvrir que l'intelligence n'est pas ce cadeau mystérieux distribué au hasard à la naissance. C'est un muscle qui se construit, se renforce, se développe chaque jour. Je vais te montrer comment les stoïciens anciens avaient déjà compris ce que les neurosciences confirment aujourd'hui. Ton cerveau est une machine d'apprentissage extraordinaire si tu sais comment l'utiliser. Si tu as déjà senti cette frustration de ne pas être aussi rapide, aussi vif, aussi brillant que tu le voudrais, reste jusqu'au bout. Et si cette quête résonne en toi, abonne-toi et active la cloche. Nous sommes déjà des milliers à marcher sur ce chemin de la croissance continue. Rejoins-nous. Ton cerveau est un imposteur brillant. Il te fait croire que ton niveau d'intelligence est fixé, gravé dans le marbre depuis ta naissance. Il t'a convaincu que certaines personnes ont le don et d'autres non. C'est un mensonge magnifiquement construit. Ton cerveau adore les étiquettes parce qu'elles simplifient le monde. Mais cette simplification te coûte cher. La vérité, c'est que ton cerveau se reconstruit constamment. Chaque pensée que tu as, chaque livre que tu lis, chaque conversation que tu mènes modifie physiquement la structure de ton cerveau. Les neuroscientifiques appellent ça la neuroplasticité. Les stoïciens l'appelaient autrement, mais ils savaient déjà. Tu deviens ce que tu pratiques. Voici ce qu'on ne te dit jamais. L'intelligence n'est pas une chose unique. Il existe des dizaines de formes d'intelligence. Tu peux être brillant en maths et nul en relations humaines. Tu peux comprendre les émotions avec une précision chirurgicale, mais te perdre dans un manuel technique. Ton cerveau a décidé que l'intelligence, c'est ce que l'école mesure. C'est pratique pour le système, mais ça te limite. Marc Aurèle était l'homme le plus puissant du monde antique. Il passait ses nuits à étudier la philosophie, pas parce qu'il était naturellement brillant, mais parce qu'il comprenait quelque chose de fondamental. La sagesse est une pratique quotidienne. Il écrivait dans ses méditations non pas pour nous, mais pour lui-même. C'était son entraînement mental. Ton QI n'est pas ton destin. Ces tests que tu as passés à l'école, ces chiffres qu'on t'a donnés comme une sentence définitive, ce sont juste des photos floues de certaines capacités à un moment donné. Le QI mesure principalement ta capacité à faire des tests de QI. Rien de plus. Les gens avec les QI les plus élevés ne sont pas automatiquement les plus heureux, les plus sages ou les plus accomplis. La vraie intelligence, celle qui change ta vie, c'est ta capacité à apprendre de tes erreurs. C'est ta capacité à voir les patterns, à connecter des idées différentes, à rester curieux même quand c'est difficile. Et ça se développe. Ça se travaille. Ça se construit pierre par pierre. Regarde les enfants. Ils posent 300 questions par jour. Ils sont des machines à apprendre. Puis quelque chose se passe. Vers 10 ans, les questions s'arrêtent. Pas parce qu'ils ont toutes les réponses, mais parce qu'ils ont appris que poser des questions peut te faire passer pour un idiot. Ton système éducatif t'a entraîné à avoir raison, pas à apprendre. Maintenant, tu as peur de dire « je ne sais pas ». Tu préfères hocher la tête et prétendre comprendre plutôt que d'admettre ta confusion. Cette peur de paraître stupide te rend littéralement plus stupide. Parce que tu ne peux pas apprendre ce que tu prétends déjà savoir. Les Grecs anciens avaient un concept appelé apatheia. Ce n'est pas l'apathie moderne, c'est la capacité à ne pas être dominé par tes émotions. Ton cerveau anxieux consomme une bande passante énorme. Quand tu es stressé, ton cortex préfrontal, la partie responsable de la réflexion complexe, s'éteint partiellement. Tu deviens littéralement plus bête sous stress. Voici quelque chose de fascinant. Ton cerveau utilise 20% de ton énergie totale, alors qu'il ne représente que 2% de ton poids corporel. C'est une machine incroyablement gourmande. Quand tu ne dors pas assez, quand tu manges mal, quand tu es déshydraté, ton cerveau fonctionne au ralenti. Tu cherches des techniques mentales sophistiquées alors que tu ne donnes même pas à ton cerveau le carburant de base dont il a besoin. Le sommeil n'est pas une perte de temps. C'est pendant que tu dors que ton cerveau consolide les apprentissages, nettoie les déchets métaboliques, renforce les connexions importantes et élimine les inutiles. Dormir 7 à 8 heures, ce n'est pas de la paresse, c'est de l'optimisation cognitive. Les étudiants qui révisent toute la nuit performent systématiquement moins bien que ceux qui dorment. L'exercice physique augmente le facteur neurotrophique dérivé du cerveau. En termes simples, bouger ton corps crée littéralement de nouveaux neurones. Une marche de 30 minutes augmente ta créativité de 60%. Ton cerveau n'est pas séparé de ton corps. Ils sont un système intégré.
La lecture transforme physiquement ton cerveau. Quand tu lis sur quelqu'un qui court, les zones motrices de ton cerveau s'activent comme si tu courais toi-même. Ton cerveau ne fait pas vraiment la différence entre l'expérience vécue et l'expérience lue avec attention. Chaque livre que tu lis te donne accès à une vie que tu n'as pas vécue, à des leçons que tu n'as pas payées par l'échec. Mais voici le piège. Lire passivement ne sert à rien. Tu dois te engager activamente. Prendre des notes. Te poser des questions. Relier les idées nouvelles à ce que tu sais déjà. Ton cerveau apprend par connexion. Une idée isolée est faible. Une idée connectée à 10 autres devient puissante. Sénèque lisait constamment, mais il ne lisait jamais passivement. Il prenait des notes, il argumentait avec les auteurs, il testait les idées dans sa vie. Pour lui, lire sans appliquer était aussi inutile que manger sans digérer. L'information qui n'est pas transformée en action ne sert à rien. Ta mémoire n'est pas un disque dur. C'est un processus de reconstruction. Chaque fois que tu te souviens de quelque chose, tu le changes légèrement. C'est pourquoi les témoignages oculaires sont si peu fiables. Mais c'est aussi pourquoi tu peux améliorer tes souvenirs en les revisitant régulièrement, en les enrichissant, en les connectant à d'autres connaissances. Le système de répétition espacée est basé sur une découverte simple. Tu oublies les choses de manière prévisible. Si tu revois une information juste avant de l'oublier complètement, elle se grave plus profondément. C'est comme renforcer un muscle. La difficulté optimale crée la croissance optimale. Voici quelque chose de contre-intuitif. Tu apprends mieux quand c'est difficile. Quand tu relis facilement, quand tout coule sans effort, ton cerveau se dit qu'il n'y a rien de nouveau. C'est quand tu butes, quand tu dois vraiment réfléchir, que les connexions se forment. La difficulté désirable est le secret de l'apprentissage profond. Les examens ne sont pas juste pour mesurer ce que tu sais. Se tester active la mémoire beaucoup plus efficacement que relire. Quand tu essaies de récupérer une information de ta mémoire, tu renforces le chemin neuronal. Relire passivement te donne l'illusion de savoir. Te tester révèle ce que tu sais vraiment. Ton cerveau déteste l'ambiguïté. Il veut des réponses claires, des catégories nettes, des certitudes. Mais la vraie intelligence vit dans la nuance. Les stoïciens pratiquaient une technique appelée préméditatio malorum. Ils imaginaient tout ce qui pouvait mal tourner, non pas pour être pessimistes, mais pour être préparés. Cette capacité à tenir plusieurs possibilités en même temps, c'est de l'intelligence sophistiquée. La pensée binaire est confortable. Bon ou mauvais, vrai ou faux, avec moi ou contre moi. Mais le monde réel est infiniment plus complexe. Développer ta capacité à voir les nuances de gris, à comprendre que deux choses opposées peuvent être vraies simultanément, c'est un signe d'intelligence mature. Épictète était esclave avant de devenir un des plus grands philosophes de son temps. Il a compris quelque chose de fondamental. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu contrôles toujours comment tu y réponds. Cette distinction entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas, c'est la base de la sagesse stoïcienne. Et c'est aussi la base de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, ce n'est pas être gentil ou avoir de l'empathie. C'est la capacité à reconnaître tes émotions, à les comprendre et à choisir comment agir malgré elles. Ton patron te crie dessus. L'emotion monte, la rage te submerge. L'intelligence émotionnelle te permet de voir cette rage, de la reconnaître et de décider de ne pas réagir impulsivement. Ton cerveau a deux systèmes de pensée. Le système 1 est rapide, automatique, émotionnel. Le système 2 est lent, délibéré, logique. La plupart de tes décisions quotidiennes sont prises par le système 1. C'est efficace, mais c'est aussi plein de biais. Le système 2 demande de l'effort, mais c'est là que vit ta capacité de raisonnement sophistiqué. Le problème, c'est que ton système 2 est paresseux. Il préfère laisser le système 1 décider. Développer ton intelligence, c'est entraîner ton système 2 à s'activer plus souvent. C'est épuisant au début, mais comme tout muscle, ça devient plus facile avec la pratique. La méditation n'est pas du mysticisme, c'est un entraînement neurologique. Quand tu médites, tu entraînes ton cerveau à remarquer quand ton attention dérive et à la ramener. C'est exactement la compétence dont tu as besoin pour penser profondément. Les scans cérébraux montrent que les méditants réguliers ont plus de matière grise dans les zones liées à l'attention et à la régulation émotionnelle. Mark Aurèle meditate constamment. Pas assis en lotus, mais en réfléchissant profondément sur la nature de la vie, sur sa propre mortalité, sur ses valeurs. Cette pratique de la réflexion profonde restructurait son cerveau, le rendait plus sage, plus calme, plus intelligent. Voici une vérité dure. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Si tu traînes avec des gens qui ne lisent jamais, qui ne questionnent jamais, qui sont satisfaits de leur ignorance, tu vas stagner.
Ton environnement social façonne littéralement ton cerveau. Les neurones miroirs dans ton cerveau s'activent quand tu observes quelqu'un d'autre. Tu absorbes inconsciemment les comportements, les attitudes, les patterns de pensée des gens autour de toi. Choisis tes influences avec soin. Lis les meilleurs penseurs. Écoute les conversations intelligentes. Entoure-toi de gens plus intelligents que toi dans différents domaines. C'est inconfortable. Ton ego va résister. Mais c'est dans cet inconfort que tu grandis. L'humilité intellectuelle est un super pouvoir. C'est la capacité à dire « je me suis trompé » et à changer d'avis face à de nouvelles preuves. Les gens stupides sont certains. Les gens intelligents doutent. Parce qu'ils comprennent la complexité du monde, l'étendue de ce qu'ils ne savent pas. Le paradoxe de Socrate. Je sais que je ne sais rien. Ce n'était pas de la fausse modestie. C'était une reconnaissance profonde que la vraie sagesse commence par reconnaître ton ignorance. Plus tu apprends, plus tu réalises l'immensité de ce que tu ignores. Cette prise de conscience n'est pas déprimante, elle est libératrice. Elle ouvre la porte à un apprentissage sans fin. Ton cerveau adore les histoires. Il se souvient mieux d'une histoire que d'une liste de faits. C'est pourquoi toutes les grandes traditions de sagesse enseignent par des paraboles. Quand tu veux vraiment comprendre quelque chose, transforme-le en histoire. Connecte-le à une expérience personnelle. Ton cerveau va l'encoder beaucoup plus profondément. La curiosité est le carburant de l'intelligence. Mais la vraie curiosité, pas la curiosité superficielle qui te fait scroller Instagram pendant des heures. La vraie curiosité est dirigée, intentionnelle, profonde. C'est cette envie de comprendre vraiment comment quelque chose fonctionne, pourquoi les choses sont comme elles sont. Les enfants sont naturellement curieux. Puis l'école tue cette curiosité en punissant les mauvaises réponses au lieu de récompenser les bonnes questions. Retrouver ta curiosité d'enfant, c'est retrouver ton moteur d'apprentissage naturel. Pose plus de questions. Même les questions stupides. Surtout les questions stupides. Ton cerveau apprend par pattern recognition. Il cherche constamment des répétitions, des structures, des régularités. C'est pourquoi tu peux reconnaître un visage familier instantanément parmi des milliers. Cette capacité à voir les patterns peut être développée intentionnellement. Quand tu lis sur l'histoire, cherche les patterns qui se répètent. Quand tu observes les gens, cherche les patterns de comportement. La pensée analogique est une des formes les plus puissantes d'intelligence. C'est la capacité à voir qu'une situation dans un domaine ressemble à une situation dans un domaine complètement différent. Les plus grandes innovations viennent souvent de quelqu'un qui applique une solution d'un domaine à un problème dans un autre domaine. Sénèque disait que nous devrions vivre comme si tout le monde nous regardait et penser comme si personne ne pouvait voir nos pensées. En public, agis avec vertu. En privé, pense librement, ose questionner tout, même tes croyances les plus profondes. Cette liberté de pensée interne est essentielle à l'intelligence. Le doute méthodique de Descartes était révolutionnaire. Il a décidé de douter de tout ce qu'il pouvait douter pour voir ce qui resterait. Cette pratique du doute n'est pas du scepticisme destructeur. C'est un outil pour construire des fondations solides de connaissances. Questionne tes assumptions. Pourquoi crois-tu ce que tu crois? Est-ce basé sur des preuves ou juste sur ce qu'on t'a dit? Ton cerveau est victime de dizaines de biais cognitifs. Le biais de confirmation te fait chercher les informations qui confirment ce que tu crois déjà. Le biais d'ancrage te fait trop te fier à la première information que tu reçois. Le biais de disponibilité te fait surestimer l'importance de ce dont tu te souviens facilement. Connaître ces biais ne les élimine pas, mais ça te donne une chance de les contrer. La pensée critique n'est pas critiquer tout le monde. C'est la capacité à analyser des informations de manière objective, à évaluer la qualité des arguments, à distinguer les faits des opinions, à reconnaître les sophismes logiques. Dans un monde d'informations infinies et de fake news, la pensée critique est une compétence de survie. Apprends à argumenter contre ta propre position. Trouve les meilleurs arguments de l'autre côté. Si tu ne peux pas articuler la position opposée de manière convaincante, tu ne comprends pas vraiment le sujet. Cette pratique te force à sortir de ta bulle, à voir les angles morts, affiner ta pensée. La concentration est devenue un super pouvoir dans un monde de distractions infinies. Ton téléphone te notifie constamment. Les réseaux sociaux sont conçus par les meilleurs ingénieurs pour hacker ton attention. Ta capacité à te concentrer profondément sur une seule chose pendant des heures est la compétence la plus précieuse du XXIe siècle. Le deep work, le travail profond, c'est quand tu te concentres intensément sur une tâche cognitive exigeante sans distraction. C'est là que tu produis ton meilleur travail, que tu apprends le plus rapidement, que tu crées de la vraie valeur. Mais c'est difficile. Ton cerveau résiste. Il veut la gratification facile du scroll infini. Entraîne ta concentration comme un muscle.
Commence petit. 25 minutes de travail concentré, puis une pause. C'est la technique Pomodoro. Graduellement, augmente la durée. Ton cerveau va s'adapter. Les chemins neuronaux de la concentration vont se renforcer. Après quelques semaines, ce qui était épuisant devient naturel. Élimine les distractions physiquement. Mets ton téléphone dans une autre pièce. Désactive toutes les notifications. Travaille dans un endroit sans tentation. Ta volonté est limitée. Ne gaspille pas cette ressource précieuse à résister aux tentations. Conçois ton environnement pour que la chose la plus facile à faire soit la chose que tu veux faire. L'écriture est une des meilleures façons de clarifier ta pensée. Quand une idée est dans ta tête, elle peut sembler claire. Mais quand tu essaies de l'écrire, tu découvres les trous, les incohérences, les zones floues. Écrire te force à penser avec rigueur. Les stoïciens écrivaient constamment, non pas pour publier, mais pour penser. Tiens un journal. Pas pour documenter ta journée, mais pour réfléchir. Que as-tu appris aujourd'hui? Quelle erreur as-tu faite? Comment pourrais-tu faire mieux demain? Cette pratique de réflexion quotidienne accumule une sagesse que la simple expérience ne peut pas donner. La méthode scientifique est simplement une forme systématique de curiosité. Tu as une question. Tu fais une hypothèse. Tu testes. Tu observes. Tu tires des conclusions. Tu répètes. Applique cette méthode à ta propre vie. Tu veux savoir si le café le matin t'améliore ta productivité? Teste pendant 2 semaines. Observe. Compare. Décide basé sur des données, pas sur des intuitions. Ton intuition peut être un guide puissant, mais seulement si elle est calibrée. L'intuition d'un expert en échec est fiable parce qu'elle est basée sur des milliers d'heures de pratique. Ton intuition sur des sujets où tu n'as pas d'expérience est probablement juste du bruit. Distingue l'intuition calibrée du préjugé non examiné. Apprends dans tes zones d'inconfort. Si tu étudies toujours les mêmes sujets, tu renforces les mêmes circuits. Étudie quelque chose de complètement différent. Si tu es scientifique, lis de la philosophie. Si tu es artiste, lis de la science. Ces connexions interdomaines créent une intelligence plus riche, plus nuancée. Le concept japonais de Shoshin, l'esprit du débutant, est puissant. Même dans les domaines où tu es expert, aborde avec la fraîcheur d'un débutant. Vois avec des yeux neufs. Questionne ce que tu tiens pour acquis. L'expertise peut devenir une prison si elle te rend aveugle à de nouvelles possibilités. La philosophie n'est pas un luxe académique. C'est un outil pratique pour mieux penser. Les grands débats philosophiques sur la nature de la connaissance, de la morale, de la réalité, affûtent ton esprit. Même si tu n'arrives jamais à des réponses définitives, le processus de questionnement profond développe ta capacité de pensée critique. Les stoïciens pratiquaient des exercices mentaux quotidiens. Visualiser la mort pour apprécier la vie. Imaginer perdre ce qu'on chérit pour ne pas le tenir pour acquis. Ces exercices n'étaient pas morbides, ils étaient des outils pour vivre plus pleinement, plus consciemment. Ton cerveau bénéficie de ces exercices mentaux autant que ton corps bénéficie de l'exercice physique. La négative visualisation, imaginer que les choses peuvent mal tourner, te prépare mentalement. Ton cerveau crée des chemins neuronaux pour ces scénarios. Quand quelque chose de difficile arrive, tu n'es pas paralysé. Tu as déjà mentalement répété comment réagir. C'est pourquoi les pilotes pratiquent dans des simulateurs. La repetition mentale crée de brailles capacités. Enseigner est une des meilleures façons d'apprendre. Quand tu dois expliquer quelque chose à quelqu'un d'autre, tu dois vraiment le comprendre. Tu découvres les lacunes dans ta compréhension. La technique Feynman est simple. Explique un concept comme si tu parlais à un enfant de 12 ans. Si tu ne peux pas, tu ne le comprends pas vraiment. Crée du contenu. Écris un blog. Fais des vidéos. Enregistre des podcasts. Peu importe si personne ne regarde au début. Le processus de création te force à organiser tes pensées, à clarifier tes idées, à approfondir ta compréhension. Et chaque fois que quelqu'un te pose une question ou te challenge, tu apprends. L'échec est le meilleur professeur si tu sais comment apprendre de lui. Mais la plupart des gens ratent cette opportunité. Ils évitent de réfléchir à leurs échecs parce que c'est douloureux. Ou ils les rationalisent. Ou ils blâment les circonstances. Faire une vraie autopsie de tes échecs, sans ego, c'est de l'or pur pour ton développement. Tiens un journal d'échecs. Quand quelque chose ne fonctionne pas, documente-le. Que as-tu fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi penses-tu que ça a échoué? Que ferais-tu différemment? Cette pratique transforme chaque échec en une leçon. Les gens qui réussissent le plus ne sont pas ceux qui ne font jamais d'erreurs. Ce sont ceux qui apprennent de leurs erreurs plus rapidement. La plasticité cérébrale diminue avec l'âge, mais elle ne disparaît jamais.
Tu peux apprendre une nouvelle langue à 60 ans. Tu peux apprendre à jouer d'un instrument à 70 ans. Oui, c'est plus difficile qu'à 20 ans, mais c'est possible. L'idée que tu ne peux pas enseigner de nouveaux tours à un vieux chien est un mythe destructeur. Le vieillissement cognitif n'est pas inévitable. Les études montrent que les personnes qui continuent à apprendre, à se challenger mentalement, à rester curieuses, maintiennent leur capacité cognitive beaucoup plus longtemps. Utilise ton cerveau ou perds-le. C'est littéralement vrai. Apprends une nouvelle compétence chaque année. Pas pour devenir expert, mais pour garder ton cerveau flexible. La guitare, le japonais, la programmation, la peinture. Le domaine importe moins que l'acte d'apprendre. Chaque nouvelle compétence renforce ta capacité générale d'apprentissage. La métacognition, c'est penser sur ta pensée. C'est observer comment tu penses, identifier tes patterns mentaux, comprendre tes forces et faiblesses cognitives. Cette conscience de ta propre pensée te permet de l'améliorer intentionnellement. Quand tu remarques que tu procrastines, demande-toi pourquoi. Quelle émotion évites-tu? Quelle peur nourrit ce pattern? Ton dialogue intérieur façonne ta réalité. Si tu te dis constamment que tu es stupide, que tu ne peux pas apprendre, que c'est trop difficile, ton cerveau va créer cette réalité. Change le script. Parle-toi comme tu parlerais à un ami que tu veux encourager. Cette pratique n'est pas de la pensée positive bidon. C'est de la restructuration cognitive basée sur la science. Le growth mindset, l'état d'esprit de croissance, est la croyance que tes capacités peuvent se développer par l'effort. C'est l'opposé du fixed mindset qui croit que l'intelligence est innée et immuable. Les gens avec un growth mindset voient les défis comme des opportunités, les échecs comme des feedbacks, l'effort comme le chemin vers la maîtrise. Cette différence d'état d'esprit crée des trajectoires de vie complètement différentes. Face à une difficulté, le fixed mindset abandonne. Le growth mindset persiste. Sur des années, ces petites différences dans les réponses s'accumulent en différences massives de développement. Célèbre l'effort, pas juste les résultats. Quand tu réussis quelque chose facilement, ce n'est pas impressionnant. C'est quand tu luttes, quand tu persistes malgré la difficulté, que tu construis vraiment de nouvelles capacités. Le inconfort de l'apprentissage est le signal que tu grandis. La théorie des 10 000 heures suggère qu'il faut environ 10 000 heures de pratique délibérée pour atteindre l'expertise dans un domaine. C'est environ 3 heures par jour pendant 10 ans. Ce n'est pas juste de la répétition, c'est de la pratique délibérée. La pratique avec un feedback immédiat, avec une concentration totale, juste au-delà de ta zone de confort actuelle. Mais tu n'as pas besoin de 10 000 heures pour être compétent. Tu peux devenir assez bon dans la plupart des compétences en 100 à 200 heures de pratique focalisée. C'est 30 minutes par jour pendant un an. Complètement faisable. Le mythe de l'expertise te décourage d'essayer. Mais être compétent dans plusieurs domaines est souvent plus précieux qu'être expert dans un seul. La loi de Pareto, le principe 80 à 20, s'applique à l'apprentissage. Souvent, 20% du contenu d'un domaine te donne 80% de la compréhension. Identifie ces 20% critiques. Maîtrise-les profondément. Tu auras une base solide pour construire. Dans l'apprentissage des langues, il y a environ 1000 mots qui couvrent 80% des conversations quotidiennes. Apprends ces 1000 mots profondément avant de t'inquiéter du vocabulaire obscur. Applique ce principe partout. Quel est l'essence? Quels sont les concepts fondamentaux? Maîtrise-les d'abord. Les stoïciens distinguaient entre les choses qui dépendent de nous et celles qui n'en dépendent pas. Tu ne peux pas contrôler ton QI de naissance. Mais tu peux contrôler tes habitudes d'apprentissage, ton effort, ta persistance. Concentre ton énergie sur ce que tu peux contrôler. Lâche prise sur le reste. Cette distinction est libératrice. Tu n'es pas responsable du cerveau avec lequel tu es né. Mais tu es responsable de ce que tu en fais. Cette responsabilité est à la fois effrayante et excitante. Effrayante parce que tu ne peux plus blâmer tes circonstances. Excitante parce que tu as le pouvoir de changer. L'intelligence fluide, ta capacité à résoudre de nouveaux problèmes, décline naturellement avec l'âge. Mais l'intelligence cristallisée, ta base de connaissances et ta sagesse, continue à croître. Avec l'âge, tu perds peut-être en vitesse de traitement, mais tu gagnes en pattern recognition, en intuition, en capacité à voir le tableau d'ensemble. Les grands maîtres d'échecs âgés battent souvent les jeunes prodiges malgré une vitesse de calcul inférieure, parce qu'ils ont vu des milliers de patterns. Leur expérience compense largement leur déclin en vitesse brute. Construis ton intelligence crystallisi. Accumule de la sagesse. Elle te servira toute ta vie. La nutrition affecte profondément tes capacités cognitives. Les acides gras oméga 3 sont essentiels pour la santé du cerveau.
Les antioxydants protègent contre le stress oxydatif. Les glucides complexes fournissent une énergie stable. Le jeûne intermittent peut stimuler la production de nouveaux neurones. Ton cerveau est fait de ce que tu manges. La déshydratation, même légère, réduit tes capacités cognitives. Bois de l'eau régulièrement. C'est simple, mais la plupart des gens sont chroniquement sous-hydratés. Ton cerveau est composé à 75% d'eau. Traite-le bien. L'alcool détruit des neurones. Chaque fois que tu te saoules, tu perds des cellules cérébrales qui ne reviendront jamais. La modération est la clé. Un verre de vin occasionnel, probablement pas de problème. Mais la culture de la beuverie détruit littéralement l'intelligence. Les drogues récréatives ont des effets variés. Certaines, comme la marijuana, peuvent affecter la mémoire à court terme et la motivation. D'autres, comme les psychédéliques, sont étudiées pour leurs potentiels effets thérapeutiques et leur capacité à créer de nouvelles connexions neuronales. Mais tout abus a un coût. Ton cerveau est précieux. Traite-le avec respect. La caféine, utilisée intelligemment, peut améliorer la concentration et la vigilance. Mais l'abus crée une dépendance et une tolérance. Tu as besoin de plus pour le même effet. Puis, sans caféine, tu fonctionnes sous ton niveau de base. Utilise la caféine stratégiquement, pas compulsivement. Le stress chronique tue littéralement des neurones dans l'hippocampe, la partie du cerveau cruciale pour la mémoire. Le cortisol, l'hormone du stress, à petite dose te rend alerte. À haute dose prolongée, il est neurotoxique. Gérer ton stress n'est pas du luxe, c'est de la préservation cognitive. Les techniques de gestion du stress sont multiples. La respiration profonde active le système nerveux parasympathique. La méditation réduit l'activité de l'amygdale, le centre de la peur. L'exercice brûle les hormones de stress. Le contact social libère de l'ocytocine qui contrecarre le cortisol. Trouve ce qui fonctionne pour toi. La gratitude modifie la chimie de ton cerveau. Tenir un journal de gratitude, noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant chaque jour, augmente les niveaux de dopamine et sérotonine. Ces neurotransmetteurs améliorent ton humeur et ta capacité de penser clairement. C'est simple, c'est gratuit, c'est scientifiquement prouvé. L'optimisme n'est pas de l'ignorance. L'optimisme réaliste reconnaît les difficultés, mais croit en ta capacité à les surmonter. Cette croyance active ton système de récompense, te motivant à agir. Le pessimisme te paralyse. L'optimisme aveugle te rend imprudent. L'optimisme réaliste te donne le courage d'essayer tout en étant préparé à l'échec. Les relations sociales stimulent ton cerveau. Les conversations profondes, les débats intellectuels, les échanges d'idées créent de nouvelles connexions. L'isolement social, au contraire, est associé au déclin cognitif. Les humains sont des animaux sociaux. Ton intelligence se développe dans l'interaction. Mais pas n'importe quelle interaction. Les conversations superficielles, les bavardages vides, ne stimulent pas grand-chose. Les conversations qui te challengent, qui te forcent à articuler tes pensées, à défendre tes idées, à considérer de nouvelles perspectives, celles-là font grandir ton cerveau. Rejoins des communautés d'apprentissage. Des clubs de lecture, des groupes de discussion, des cours en ligne avec forums actifs. L'apprentissage collaboratif est souvent plus efficace que l'apprentissage solitaire. Tu expliques, tu questionnes, tu débats. Chacune de ces interactions renforce ta compréhension. La diversité cognitive est précieuse. Si tout le monde dans ton cercle pense comme toi, tu stagnes dans une chambre d'écho. Cherche activement des perspectives différentes. Parle avec des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Lis des auteurs qui te challengent. Cette friction intellectuelle, si elle est abordée avec respect, affûte ta pensée. Les voyages exposent ton cerveau à de nouvelles expériences, cultures, langues, modes de pensée. Cette nouveauté stimule la neuroplasticité. Tu dois t'adapter, apprendre, naviguer l'inconnu. Chaque voyage te rend un peu plus flexible cognitivement. Mais tu n'as pas besoin de voyager loin. La nouveauté peut être trouvée localement. Prends un chemin différent pour aller au travail. Essaie un nouveau restaurant. Parle à un inconnu. La routine t'usa la plasticité cérébrale. La nouveauté la stimule. L'art engage ton cerveau de manières uniques. Créer de l'art active des réseaux neuronaux complexes. Apprécier l'art te force à interpréter, à ressentir, à réfléchir. Les études montrent que les musiciens ont une plus grande densité de matière grise dans certaines zones cérébrales. L'art n'est pas une frivolité, c'est un entraînement cognitif. La musique, en particulier, est fascinante. Jouer d'un instrument requiert la coordination motrice fine, la lecture de symboles, la mémoire, le timing,
l'expression émotionnelle. C'est un workout cérébral complet. Écouter de la musique activement, pas juste en arrière-plan, engage également ton cerveau de manière profonde. Les mathématiques sont un langage de la logique pure. Apprendre les maths, même basiques, renforce ta capacité de raisonnement abstrait. Tu n'as pas besoin de devenir mathématicien. Mais comprendre les concepts mathématiques fondamentaux te donne des outils mentaux puissants pour analyser le monde. La logique formelle, l'étude des arguments valides, est incroyablement utile. Elle te permet de détecter les fallacies logiques, de construire des arguments solides, de penser avec rigueur. Les philosophes anciens étudiaient la logique non pas comme une discipline abstraite, mais comme un outil pratique pour mieux vivre. Apprends à coder. Même si tu ne deviens jamais développeur, comprendre les bases de la programmation change ta façon de penser. Tu apprends à décomposer des problèmes complexes en étapes simples, à penser de manière algorithmique, à débugger systématiquement. Ces compétences sont transférables à tous les domaines de la vie. La science n'est pas juste un corps de connaissances, c'est une méthode de pensée. Comprendre la méthode scientifique te protège contre les pseudosciences, les charlatans, les fake news. Tu apprends à demander des preuves, à évaluer la qualité des études, à distinguer corrélation et causation. L'histoire te donne du contexte. Sans comprendre le passé, tu es condamné à répéter ses erreurs. L'histoire n'est pas juste des dates et des noms. C'est l'étude de comment les humains ont pensé, agi, construit, détruit. Les patterns de l'histoire humaine se répètent. Connaître ces patterns te rend plus sage. La littérature t'expose à la profondeur de l'expérience humaine. Un grand roman te permet de vivre une vie que tu ne vivras jamais. Tu entres dans l'esprit d'un personnage, tu vois le monde à travers ses yeux. Cette empathie cognitive, cette capacité à modéliser d'autres esprits, est une forme sophistiquée d'intelligence. La poésie condense le langage à sa plus pure essence. Chaque mot porte un poids immense. Lire de la poésie entraîne ton cerveau à voir les nuances, les doubles sens, les métaphores profondes. C'est comme faire des sprints après avoir fait de longs jogging. Ça affûte ton esprit. L'économie te donne un framework pour comprendre comment les incitations façonnent le comportement. Pas l'économie académique abstraite, mais les principes de base. Les gens répondent aux incitations. Les ressources sont limitées. Il y a des trade-offs. Ces concepts simples clarifient énormément de choses. La psychologie te révèle les mécanismes de l'esprit humain. Comment la mémoire fonctionne. Pourquoi tu procrastines. Comment les biais affectent ton jugement. Cette connaissance de toi-même et des autres est inestimable. C'est la base de l'intelligence émotionnelle et sociale. La biologie te connecte à ton corps, à la nature, au système vivant. Comprendre l'évolution change ta façon de voir le monde. Tu vois les patterns, les adaptations, la sélection naturelle à l'œuvre partout. Ton corps n'est pas une machine, c'est un organisme vivant avec des millions d'années d'histoire évolutive. La physique te révèle les lois fondamentales de l'univers. La gravité, l'énergie, l'entropie. Ces lois s'appliquent partout. Comprendre ces principes de base te donne une intuition pour comment le monde fonctionne au niveau le plus fondamental. Mais ne t'enferme pas dans une seule discipline. Les vrais breakthroughs viennent souvent aux intersections. Quelqu'un qui connaît la biologie et l'informatique invente la bioinformatique. Quelqu'un qui connaît l'art et la technologie crée les nouvelles formes d'expression digitale. Sois un généraliste curieux, pas un spécialiste étroit. La règle des 5 heures. Les personnes qui réussissent le plus consacrent au moins 1 heure par jour, 5 jours par semaine, à l'apprentissage délibéré. Ils lisent, réfléchissent, expérimentent. Ce n'est pas beaucoup. C'est 5 heures par semaine. Mais sur une année, c'est 250 heures. Sur une décennie, 2500 heures. Cette accumulation régulière crée une expertise massive. La constance bat l'intensité. Tu peux avoir la session d'études la plus intense de ta vie, 12 heures d'affilée. Mais si tu ne refais jamais ça, ça ne sert à rien. Mieux vaut 30 minutes chaque jour que 5 heures une fois par mois. Ton cerveau consolide les apprentissages pendant le sommeil. Les sessions régulières permettent cette consolidation répétée. Crée des rituels d'apprentissage. Même heure, même endroit, même routine. Ton cerveau associera ce contexte à l'apprentissage. Après quelques semaines, entrer dans ce rituel mettra automatiquement ton cerveau en mode apprentissage. C'est comme Pavlov et ses chiens, mais tu es à la fois Pavlov et le chien. Élimine les décisions inutiles. Steve Jobs portait le même type de vêtements chaque jour. Non pas par manque de goût, mais pour ne pas gaspiller de l'énergie mentale sur des décisions triviales. Automatise les petites décisions pour garder ton énergie mentale pour les choses importantes. Le concept de Keystone Habits, les habitudes pivots, est puissant.
Certaines habitudes créent un effet domino. Par exemple, commencer à faire de l'exercice conduit souvent à mieux manger, mieux dormir, être plus productif. Identifie les habitudes qui ont le plus grand effet multiplicateur dans ta vie. La volonté est une ressource limitée. Tu commences la journée avec un réservoir plein. Chaque décision, chaque tentation résistée épuise ce réservoir. En fin de journée, ta volonté est au plus bas. C'est pourquoi les gens font de mauvais choix le soir. Ne compte pas sur la volonté. Conçois ton environnement pour que les bonnes choses soient faciles et les mauvaises difficiles. Le paradoxe du choix. Plus tu as d'options, plus il est difficile de choisir et moins tu es satisfait de ton choix. Limit tes options. Avoir 3 bons choix est mieux qu'avoir 30 choix médiocres. Cette simplification réduit le stress cognitif et améliore la satisfaction. L'effet est garnique. Ton cerveau se souvient mieux des tâches inachevées que des tâches complétées. C'est pourquoi les cliffhangers dans les séries TV fonctionnent. Mais tu peux utiliser cet effet à ton avantage. Arrête ta session d'études au milieu d'un chapitre intéressant. Ton cerveau va continuer à y penser, te motivant à revenir. La technique du rubber duck debugging vient de la programmation. Quand tu es coincé sur un problème, explique-le à un canard en caoutchouc. Le simple fait d'articuler le problème à voix haute force souvent la solution. Tu n'as même pas besoin du canard. Parler à voix haute de ce que tu apprends renforce la compréhension. Le principe de Parkinson. Le travail s'étend pour remplir le temps disponible. Si tu te donnes une semaine pour une tâche qui prend 2 heures, ça te prendra une semaine. Mets-toi des deadlines serrés mais réalistes. L'urgence force la focalisation et élimine la procrastination. Batch processing groupe les tâches similaires ensemble. Réponds à tous tes emails en une session, pas tout au long de la journée. Chaque changement de contexte a un coût cognitif. Minimise ces changements en groupant les activités similaires. La technique de la 2-minute rule. Si quelque chose prend moins de 2 minutes, fais-le immédiatement. Sinon, programme-le ou délègue. Cette règle simple empêche l'accumulation de petites tâches qui finissent par submerger ton espace mental. L'apprentissage actif bat l'apprentissage passif. Lire un chapitre passivement te donnera peut-être 10% de rétention. Lire activement, en posant des questions, en prenant des notes, en reliant aux connaissances existantes, peut te donner 50% enseigner ce que tu as appris, peut te donner 90% choisi tes méthodes d'apprentissage en conséquence. La méthode SQ3R pour lire efficacement. Surveille, parcours le contenu. Question, pose des questions sur ce que tu vas lire. Read, lise activement. Réciter, récite ce que tu as appris. Review, revise régulièrement. Cette méthode transforme la lecture passive en processus d'apprentissage actif. Les cartes mentales visualisent les connexions entre les idées. Ton cerveau pense en réseau, pas en liste linéaire. Une carte mentale reflète cette structure naturelle. Utilise-les pour brainstormer, pour prendre des notes, pour organiser des projets complexes. La technique Cornell pour prendre des notes divise la page en 3 sections. Une colonne pour les notes principales, une pour les mots-clés et questions, et une section en bas pour le résumé. Cette structure force le traitement actif de l'information. Le spacing effect. Tu apprends mieux quand l'apprentissage est espacé dans le temps. Cramming la veille d'un examen te donne une rétention à court terme. Étudier régulièrement sur plusieurs semaines donne une rétention à long terme. C'est moins stressant et plus efficace. L'interleaving. Mélanger différents types de problèmes ou sujets améliore l'apprentissage. Au lieu d'étudier un seul type de problème de maths jusqu'à la maîtrise, alterne entre différents types. C'est plus difficile, mais ça crée une compréhension plus profonde et une meilleure capacité à reconnaître quel type de problème tu affrontes. La retrieval practice. Te tester activement est beaucoup plus efficace que relire. Chaque fois que tu récupères une information de ta mémoire, tu renforces ce souvenir. Utilise des flashcards, des quiz, des questions de practice. Rends l'apprentissage difficile, pas confortable. Les mnémoniques sont des outils puissants pour mémoriser. Les acronymes, les phrases mémorables, les histoires absurdes, toutes ces techniques exploitent la façon dont ton cerveau encode l'information. Le plus ridicule et émotionnel, le mieux tu te souviens. La méthode d'Elossi, ou palais de mémoire, est ancienne et incroyablement efficace. Tu associes les informations à des lieux physiques que tu connais bien. Pour te souvenir, tu fais mentalement le tour de ces lieux. Les champions de mémoire utilisent cette technique pour mémoriser des milliers d'informations. Mais sois prudent avec la mémorisation pure. Comprendre est plus important que mémoriser. Google peut te donner n'importe quel fait en secondes. Ce qui importe, c'est ta capacité à penser critiquement, à analyser, à synthétiser. Mémorise les frameworks et les concepts,
pas les détails. L'attention est la porte de la mémoire. Si tu n'es pas attentif, rien n'entre. C'est pourquoi tu oublies où tu as mis tes clés. Tu n'as jamais vraiment encodé cette information parce que tu étais en pilote automatique. Sois présent. Fais attention. C'est la base de tout apprentissage. Le multitasking est un mythe. Ton cerveau ne peut pas vraiment faire 2 tâches cognitives complexes simultanément. Ce que tu appelles multitasking est en réalité un changement rapide entre les tâches. Et chaque changement a un coût. Tu perds du temps et de la qualité sur les 2 tâches. La monotâche, faire une chose à la fois avec une attention totale, est un super pouvoir moderne. Quand tu lis, lis. Quand tu parles à quelqu'un, sois vraiment présent. Cette présence totale améliore dramatiquement la qualité de tout ce que tu fais. L'erreur cognitive la plus coûteuse. Croire que tu sais alors que tu ne sais pas. Cette illusion de connaissance te rend imperméable à l'apprentissage. Les gens les plus intelligents sont ceux qui reconnaissent constamment les limites de leur savoir. Cette humilité intellectuelle ouvre la porte à une croissance sans fin. Le paradoxe de Dunning-Kruger est fascinant. Les personnes incompétentes surestiment systématiquement leurs capacités, tandis que les experts sous-estiment les leurs. Si tu te sens constamment comme un imposteur dans ton domaine, c'est probablement le signe que tu es plus compétent que tu ne le penses. L'incompétence et la confiance excessive vont main dans la main. Apprends à dire « je ne sais pas » sans honte. Ces 4 mots ouvrent la possibilité d'apprendre. Quand tu prétends savoir, la conversation s'arrête. Quand tu admets ton ignorance, elle commence vraiment. Les stoïciens valorisaient cette honnêteté radicale avec soi-même. Épictète n'avait pas peur de reconnaître ses limites. La lecture rapide est souvent une arnaque. Tu peux apprendre à scanner du texte rapidement, mais la vraie compréhension demande du temps. Ton cerveau a besoin de temps pour traiter, connecter, intégrer. Lis moins de livres, mais lis-les profondément. Relis les grands livres. Chaque relecture révèle des couches que tu avais manquées. Marc Aurèle relisait les textes des stoïciens constamment. Non pas parce qu'il ne les avait pas compris la première fois, mais parce que chaque relecture approfondit la compréhension. Un grand livre grandit avec toi. Ce que tu comprends à 20 ans n'est pas ce que tu comprends à 40 ans du même texte. Le concept de memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, n'est pas morbide. C'est un outil de clarté mentale. Quand tu te souviens que ton temps est limité, tu arrêtes de le gaspiller. Tu te concentres sur ce qui compte vraiment. Cette conscience de la mortalité aiguise ton intelligence en éliminant le superflu. Chaque jour que tu vis est un jour de moins. Cette réalité devrait te motiver, pas te paralyser. Qu'est-ce que tu veux vraiment apprendre? Qu'est-ce qui compte vraiment? Arrête de procrastiner. Commence maintenant. Pas demain, maintenant. Lis ce livre. Commence ce cours. Pose cette question. La procrastination est souvent de la peur déguisée. Peur de l'échec, peur du succès, peur du jugement. Mais cette peur te coûte ton temps, ta ressource la plus précieuse. Identifie la peur sous la procrastination. Nomme-la. Puis agis malgré elle. L'action est l'antidote à la peur. Les objectifs SMART sont utiles, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporellement définis. Au lieu de dire « je veux être plus intelligent », dis « je vais lire un livre par mois pendant 1 an sur des sujets que je ne connais pas ». C'est concret, mesurable, faisable. Mais ne deviens pas esclave de tes objectifs. La vie est imprévisible. Les stoïciens planifiaient, mais acceptaient que les plans changent. Amor fati, aimer son destin, signifie accepter ce qui arrive et s'adapter. Cette flexibilité intellectuelle est une forme de sagesse profonde. Le concept de eudémonia, le bien-être profond, n'est pas le bonheur superficiel. C'est la satisfaction qui vient de vivre en accord avec tes valeurs, de développer tes capacités, de contribuer au monde. L'intelligence au service de l'eudémonia devient sagesse. Tes valeurs guident tes décisions. Si tu ne sais pas quelles sont tes valeurs, tu vas dériver. Prends le temps de les identifier. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? La famille, la connaissance, la créativité, la justice, la liberté? Une fois que tu connais tes valeurs, les décisions deviennent plus faciles. La cohérence entre tes valeurs et tes actions crée l'intégrité. L'intelligence sans intégrité est dangereuse. Les personnes les plus intelligentes qui ont utilisé leurs capacités pour le mal ont causé des souffrances immenses. L'intelligence doit être guidée par la vertu. Les 4 vertus cardinales du stoïcisme sont la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ces vertus ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont des pratiques quotidiennes. La sagesse dans tes choix, le courage face à tes peurs, la justice dans tes relations, la tempérance dans tes désirs. Développer ta sagesse pratique,
Ta phronésie, c'est apprendre à naviguer les situations réelles avec discernement. Ce n'est pas juste savoir ce qui est bien en théorie, c'est faire ce qui est bien dans des situations complexes et ambiguës. Cette sagesse pratique se développe par l'expérience et la réflexion. Après chaque journée, prends 10 minutes pour réfléchir. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Que as-tu appris? Comment pourrais-tu faire mieux demain? Sénèque faisait cet examen quotidien. C'était son outil pour s'améliorer continuellement. Cette pratique de réflexion quotidienne accumule une sagesse énorme. Chaque jour, tu extrais les leçons de ton expérience. Sur une année, c'est 365 moments de sagesse. Sur une vie, c'est des milliers de leçons intégrées. Les erreurs sont précieuses si tu en tires des leçons. Mais la plupart des gens évitent de penser à leurs erreurs parce que c'est inconfortable. Ton ego resiste. Ils préfèrent blâmer les circonstances ou les autres. Dépasse ton ego. Prends possession de tes erreurs. Elles sont ton meilleur professeur. Tiens un journal d'apprentissage. Que as-tu appris cette semaine? Pas juste des faits, mais des insights, des connexions, des réalisations. L'acte d'écrire force la clarification. Ce qui est vague dans ta tête devient précis sur le papier. La clarté de pensée est une compétence qui se développe. Commence par clarifier tes termes. Beaucoup de désaccords viennent de définitions différentes. Quand tu débats avec quelqu'un, assure-toi d'abord que vous parlez de la même chose. Cette rigueur linguistique est la base de la pensée claire. Les philosophes anciens passaient des heures à définir leurs termes. Ce n'était pas de la pédanterie, c'était de la précision nécessaire. Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que le courage? Qu'est-ce que la sagesse? Ces questions apparemment simples révèlent des complexités infinies. Apprends à décomposer les problèmes complexes en composants simples. C'est la méthode cartésienne. Un problème énorme et intimidant devient gérable quand tu le décomposes en petites parties. Résous une petite partie à la fois. Puis assemble les solutions. Le principe de premier principe thinking est puissant. Au lieu d'accepter les assumptions, remonte aux vérités fondamentales. Elon Musk utilise cette méthode. Au lieu de dire les batteries coûtent cher donc les voitures électriques seront toujours chères, il a demandé quels sont les composants d'une batterie et combien coûtent-ils vraiment? Cette question a révolutionné l'industrie. Questionne les assumptions invisibles. Chaque domaine a des croyances non questionnées. Les identifier et les challenger peut mener à des breakthroughs. Mais attention, certaines assumptions sont fondées. Le scepticisme doit être équilibré avec le pragmatisme. La pensée probabiliste reconnaît que peu de choses sont certaines. Pense en termes de probabilité, pas de certitude. Quelle est la probabilité que ceci arrive? Quelles sont les différentes possibilités et leurs probabilités respectives? Cette nuance te protège contre la pensée binaire. Le théorème de Bayes te permet de mettre à jour tes croyances face à de nouvelles preuves. Tu commences avec une probabilité initiale. Tu observes des preuves. Tu ajustes ta probabilité. Cette capacité à changer d'avis face aux preuves est une marque d'intelligence sophistiquée. Mais méfie-toi du biais de surconfiance. Les humains sont notoirement mauvais pour estimer les probabilités, surtout concernant leurs propres capacités. Quand tu penses être 90% certain, tu as souvent tort 30% du temps. Calibre tes estimations en gardant trace de tes prédictions et en vérifiant ta précision. Le feedback est essentiel à l'apprentissage. Sans feedback, tu ne sais pas si tu progresses. Cherche activement le feedback. Demande aux autres comment tu peux t'améliorer. Teste tes connaissances. Compare tes performances. Le feedback honnête est un cadeau, même quand il fait mal. Mais tout le monde n'est pas qualifié pour te donner du feedback. Choisis tes sources avec soin. Quelqu'un qui a l'expertise dans le domaine. Quelqu'un qui te veut du bien. Quelqu'un qui sera honnête. Le feedback d'un troll sur Internet ne vaut rien. Le feedback d'un mentor expérimenté est de l'or. Trouve des mentors. Des gens qui ont déjà parcouru le chemin que tu veux parcourir. Leurs erreurs peuvent devenir tes leçons sans que tu aies à payer le prix. Leurs insights peuvent te faire gagner des années. Mais un mentor n'est pas un gourou. Tu n'abandonnes pas ton jugement critique. Les livres sont des mentors silencieux. Sénèque peut te guider aujourd'hui exactement comme il guidait ses contemporains il y a 2000 ans. Les morts sont les meilleurs professeurs car ils ne peuvent pas te flatter ou te tromper. Ils ont juste leur sagesse distillée dans leurs écrits. Lis des biographies. Étudie comment les grands ont pensé, comment ils ont surmonté les obstacles, comment ils ont échoué et rebondi. Les patterns émergent. Tu réalises que tout le monde lutte. Même les génies doutent, procrastinent, échouent. Cette réalisation est libératrice.
L'intelligence sociale est souvent négligée. C'est ta capacité à naviguer les situations sociales, à comprendre les dynamiques de groupe, à communiquer efficacement. Tu peux être brillant techniquement, mais si tu ne peux pas travailler avec les autres, ton impact sera limité. Apprends à écouter vraiment. Pas juste attendre ton tour de parler. Écoute pour comprendre, pas pour répondre. Pose des questions. Sois curieux des perspectives des autres. Cette écoute active te donne des informations que tu ne peux pas obtenir autrement. L'empathie cognitive, la capacité à comprendre le point de vue de quelqu'un d'autre, se développe. Pratique en essayant activement de voir les situations du point de vue des autres. Pourquoi pensent-ils ainsi? Quelles expériences ont façonné leur vision? Cette pratique élargit ta compréhension du monde. Mais l'empathie doit être équilibrée. Trop d'empathie sans frontières t'épuise. Tu absorbes la douleur du monde entier. Les stoïciens pratiquaient la sympathie sans être submergés. Ils comprenaient la souffrance sans être détruits par elle. Cette distance compassionnelle est sage. La communication claire est une forme d'intelligence. Exprime tes idées simplement. Évite le jargon quand il n'est pas nécessaire. Si tu ne peux pas expliquer quelque chose simplement, tu ne le comprends probablement pas assez profondément. La clarté est respectueuse envers ton audience. Apprends à écrire bien. L'écriture claire est le reflet d'une pensée claire. Pratique en écrivant quotidiennement. Lis de bons écrivains pour absorber leur style. Réécris jusqu'à ce que chaque mot compte. L'écriture n'est pas juste communication, c'est un outil de pensée. La rhétorique, l'art de la persuasion, était une des disciplines fondamentales dans l'éducation classique. Ce n'est pas de la manipulation. C'est la capacité à présenter tes idées de manière convaincante et éthique. Comprends les principes de la persuasion. L'étho, le pathos, le logo. L'étho, c'est ta crédibilité. Pourquoi devrait-on t'écouter? Le pathos, c'est l'appel émotionnel. Comment ton message touche les émotions? Le logo, c'est la logique. Quelle est la rigueur de ton argument? Une communication puissante intègre les trois. Mais méfie-toi de la rhétorique vide. Les sophistes de la Grèce antique pouvaient argumenter n'importe quelle position, vraie ou fausse. Les stoïciens les méprisaient. Pour eux, la rhétorique devait servir la vérité, pas la déformer. Utilise ton pouvoir de persuasion de manière éthique. La vérité est complexe et souvent inconfortable. L'intelligence demande le courage de chercher la vérité, même quand elle contredit tes croyances. Même quand elle te fait paraître stupide. Même quand elle exige que tu changes. Cette honnêteté intellectuelle est rare et précieuse. Le biais de confirmation est ton ennemi. Ton cerveau cherche activement les informations qui confirment ce que tu crois déjà et ignore celles qui le contredisent. Combat ce biais en cherchant activement les contre-arguments. Lis les critiques de tes positions. Argumente contre toi-même. La dissonance cognitive est inconfortable. C'est cette tension mentale quand tu détiens deux croyances contradictoires. Ton cerveau veut résoudre cette tension rapidement, souvent en rejetant une des informations. Résiste à cette impulsion. Assieds-toi dans l'inconfort. Examine vraiment la contradiction. Parfois, deux choses apparemment contradictoires sont toutes les deux vraies. La réalité est paradoxale. La lumière est à la fois une onde et une particule. Le libre arbitre et le déterminisme peuvent coexister. Développe ta capacité à tenir des paradoxes sans les résoudre prématurément. La tolérance à l'ambiguïté est une marque d'intelligence mature. Les personnes moins sophistiquées veulent des réponses claires, noires ou blanches. Les penseurs sophistiqués peuvent naviguer dans le gris, dans l'incertain, dans le complexe. Ils peuvent dire « je ne sais pas encore » et être à l'aise avec ça. L'incertitude est la condition humaine. Nous vivons dans un monde imprévisible. Les stoïciens l'acceptaient complètement. Ils planifiaient mais n'attendaient pas que les plans se réalisent. Ils espéraient le meilleur mais se préparaient au pire. Cette acceptation de l'incertitude réduit l'anxiété et libère l'énergie mentale. La dichotomie du contrôle est peut-être l'insight le plus important du stoïcisme. Certaines choses dépendent de toi. Tes pensées, tes actions, tes réactions. D'autres ne dépendent pas de toi. Les événements extérieurs, les actions des autres, les résultats finaux. Concentre-toi sur le premier groupe, accepte le second. Cette distinction semble simple, mais elle est révolutionnaire. Tu arrêtes de t'inquiéter de ce que tu ne peux pas contrôler. Tu mets toute ton énergie dans ce que tu peux contrôler. Cette focalisation améliore dramatiquement ton efficacité et réduit ton stress. Tu ne peux pas contrôler si les gens apprécient ton travail. Mais tu peux contrôler la qualité de ton travail. Tu ne peux pas contrôler si tu réussis. Mais tu peux contrôler ton effort. Tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive.
mais tu peux toujours contrôler comment tu réagis. Cette dernière liberté, comme Viktor Frankl l'a réalisé dans les camps de concentration nazis, ne peut jamais être enlevée. Même dans les pires circonstances, tu choisis ton attitude, tu choisis comment interpréter ce qui arrive, tu choisis qui tu veux être. Cette liberté fondamentale est la source de ta dignité humaine. L'intelligence émotionnelle commence par la conscience de soi. Reconnais ce que tu ressens. Nomme l'émotion. Cette simple pratique active ton cortex préfrontal et calme ton amygdale. Les émotions nommées perdent de leur pouvoir de te contrôler. Les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Ce sont des signaux. La peur te dit qu'il y a peut-être un danger. La colère te dit qu'une frontière a été violée. La tristesse te dit que tu as perdu quelque chose d'important. Écoute ces signaux, mais ne les laisse pas te contrôler. La régulation émotionnelle n'est pas la suppression émotionnelle. Supprimer tes émotions ne fonctionne pas. Elles reviennent plus fortes. La régulation, c'est ressentir l'émotion, la comprendre, puis choisir comment agir. Tu peux être en colère et choisir de ne pas crier. Tu peux avoir peur et choisir d'agir quand même. La méditation de pleine conscience entraîne cette capacité. Tu observes tes pensées et émotions sans t'y identifier. Tu réalises que tu n'es pas tes pensées. Tu es la conscience qui observe les pensées. Cette distance crée de l'espace pour choisir. Marc Aurèle écrivait souvent à la deuxième personne, se parlant à lui-même. Cette technique crée une distance psychologique. Au lieu de « je suis en colère », c'est « tu te sens en colère ». Ce petit changement active la partie rationnelle de ton cerveau et te donne plus de contrôle. Parle-toi comme tu parlerais à un ami. Avec compassion, avec encouragement, avec honnêteté. Le discours intérieur négatif, constant et destructeur. Remplace le critique intérieur par un coach intérieur. Pas des platitudes vides, mais un feedback constructif et bienveillant. L'autocompassion n'est pas de la faiblesse. C'est reconnaître que tu es humain, que tu vas faire des erreurs, que tu mérites de la gentillesse même quand tu échoues. Paradoxalement, l'autocompassion te rend plus résistant, pas moins. Elle te permet de te relever plus vite après un échec. Le perfectionnisme est l'ennemi de l'apprentissage. Si tu as besoin que tout soit parfait, tu ne commenceras jamais. L'excellence est un processus, pas une destination. Accepte que ton premier essai sera mauvais. Ton 10e sera meilleur. Ton 100e sera excellent. Mais seulement si tu commences. Reid Hoffman, fondateur de LinkedIn, dit que si tu n'as pas honte de la première version de ton produit, tu l'as lancé trop tard. Ce principe s'applique à l'apprentissage. Lance-toi avant d'être prêt. Apprends en faisant. Ajuste en cours de route. La perfection est la paralysie déguisée. L'action imparfaite bat l'inaction parfaite. Toujours. Les stoïciens étaient des hommes d'action. Ils philosophaient pour agir mieux, pas pour éviter l'action. Marc Aurèle gouvernait un empire. Sénèque conseillait l'empereur. Epictet enseignet quotidianment. Leur philosophie était pratique. Applique ce que tu apprends immédiatement. Lis un concept sur la communication. Essaie-le dans ta prochaine conversation. Lis sur la méditation. Médite ce soir. Cette application immédiate ancre l'apprentissage. Elle transforme la connaissance en capacité. La connaissance sans application est stérile. Tu peux connaître tous les principes de la nutrition et être en mauvaise santé. Tu peux connaître tous les secrets du succès et échouer. La valeur n'est pas dans le savoir, mais dans le faire. Le philosophe qui ne vit pas sa philosophie est un imposteur. Construis des systèmes, pas des objectifs. Un objectif te dit où tu veux aller. Un système te donne le chemin quotidien. L'objectif de courir un marathon est moins important que le système de courir 3 fois par semaine. Le système crée le résultat. Concentre-toi sur le système. James Clear parle d'amélioration marginale. 1% de mieux chaque jour. Ça semble insignifiant, mais composé sur une année, c'est 37 fois mieux. Sur 10 ans, c'est transformationnel. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en un mois et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en une décennie. La patience est une vertu rare dans notre monde de gratification instantanée. Tout ce qui vaut la peine demande du temps. Apprendre une langue, maîtriser un instrument, développer une expertise, construire une relation profonde. Il n'y a pas de raccourci réel. Méfie-toi de ceux qui promettent des résultats rapides sans effort. Mais la patience n'est pas la passivité. C'est l'effort constant sur une longue période. C'est la tortue qui bat le lièvre. Petit à petit, jour après jour, elle accumule la distance. Sois la tortue. Moins flashy, moins excitant, mais au final, victorieux. La discipline mange la motivation au petit déjeuner.
La motivation est géniale quand elle est là, mais elle est capricieuse. Elle vient et part. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait même quand tu n'en as pas envie. C'est le système qui fonctionne même quand tu es fatigué, démotivé, découragé. Construis des habitudes qui ne demandent pas de motivation. Rends-les automatiques. Attache-les à des déclencheurs existants. Après le café, je lis 20 pages. Avant de dormir, je réfléchis sur ma journée. Ces habitudes empilées créent une vie transformée. Ton environnement façonne tes comportements plus que ta volonté. Si tu veux lire plus, mets des livres partout chez toi. Si tu veux manger mieux, ne garde pas de malbouffe dans ta maison. Conçois ton environnement pour que la chose que tu veux faire soit la plus facile. Les frictions comptent. Chaque petit obstacle entre toi et un comportement réduit la probabilité que tu le fasses. Si ton téléphone est dans une autre pièce, tu le consulteras moins. Si tes chaussures de course sont à côté de ton lit, tu courras plus. Réduis les frictions pour les bonnes habitudes, augmente-les pour les mauvaises. Mais reconnais que l'autodiscipline a des limites. Tu n'es pas une machine. Tu as besoin de repos, de plaisir, de spontanéité. Une vie de discipline rigide sans joie n'est pas une vie bien vécue. Les stoïciens valorisaient la vertu, mais ils appréciaient aussi les plaisirs simples de la vie. Sénèque prenait des bains, buvait du bon vin, appréciait la bonne nourriture. Mais il ne dépendait pas de ses plaisirs pour son bonheur. La clé est de pouvoir profiter des choses sans en avoir besoin. Pratique le détachement volontaire. Parfois, refuse un plaisir juste pour prouver que tu peux. Le jeûne occasionnel, pas juste de nourriture mais de confort, te rappelle que tu peux survivre avec moins. Dors sur le sol une nuit. Prends une douche froide. Marche sous la pluie. Ces petites privations volontaires te rendent plus résistant et moins dépendant du confort constant. La vie moderne t'a rendu faible. Le chauffage parfait, la climatisation, la nourriture instantanée, le divertissement infini. Tu n'as jamais vraiment froid, vraiment faim, vraiment ennuyé. Cette constante facilité atrophie ta résilience. Cherche l'inconfort occasionnel. Il te rinforce. L'exposition au froid, par exemple, a des bénéfices prouvés. Elle améliore ton système immunitaire, ton métabolisme, ta clarté mentale. Mais plus important, elle t'entraîne à être inconfortable. Cette capacité à tolérer l'inconfort est transférable à tous les domaines de ta vie. L'exercice intense est une forme d'inconfort volontaire. Quand tu pousses ton corps au-delà de sa zone de confort, ton esprit apprend qu'il peut faire des choses difficiles. Cette leçon psychologique est peut-être plus précieuse que les bénéfices physiques. Ton corps et ton esprit ne sont pas séparés. Ils sont un système intégré. Un corps fort supporte un esprit fort. Un esprit discipliné maintient un corps discipliné. Négliger l'un affecte l'autre. Prends soin des deux. Le sommeil est non négociable. Pas un luxe, une nécessité biologique. Pendant que tu dors, ton cerveau nettoie les déchets métaboliques, consolide les mémoires, intègre les apprentissages, résout les problèmes. Sacrifier le sommeil pour la productivité est stupide. Tu perds plus en capacité cognitive que tu ne gagnes en temps. Protège ton sommeil. Chambre sombre, fraîche, silencieuse. Routine régulière. Pas d'écran 1 heure avant. Pas de caféine après-midi. Ces règles simples transforment la qualité de ton sommeil et donc de ta vie. Les rêves sont ton cerveau qui traite l'information, qui expérimente, qui crée. Garde un journal de rêves. Note tes rêves au réveil. Parfois, des insights émergent. Des problèmes se résolvent. Des créativités se débloquent. Ton inconscient est incroyablement intelligent si tu apprends à l'écouter. La créativité n'est pas réservée aux artistes. C'est la capacité à connecter des idées de manière nouvelle, à voir des solutions non évidentes, à penser au-delà des conventions. Tout le monde est créatif. La question est si tu cultives cette créativité ou si tu la laisses s'atrophier. La créativité demande de l'espace mental. Un agenda surchargé ne laisse pas de place pour la pensée créative. Programme du temps vide. Du temps sans agenda, sans objectif, sans contrainte. Dans ce vide, les idées émergent. Les meilleures idées viennent souvent sous la douche, en marchant, juste avant de dormir. Pourquoi ? Parce que ton esprit est détendu, pas focalisé intensément. Le mode diffus de pensée permet des connexions que le mode focalisé ne voit pas alterne entre focus intense et relaxation. Les deux sont nécessaires. La contrainte stimule la créativité. Un canevas blanc infini est paralysant. Mais si tu as des contraintes, écris un poème de 14 lignes, peint avec seulement 3 couleurs. Ton cerveau devient créatif pour travailler dans ses limites. Les contraintes forcent l'innovation.
Expose-toi à des idées diverses. Lis dans différents genres. Écoute des perspectives variées. Visite des musées. Apprends sur des sujets aléatoires. Toutes ces inputs enrichissent ta bibliothèque mentale. La créativité est souvent la combinaison d'idées existantes de manière nouvelle. Steve Jobs disait que la créativité, c'est juste connecter les choses. Les gens créatifs ont juste plus de points à connecter parce qu'ils ont eu plus d'expérience ou ont plus réfléchi sur leurs expériences. Accumule des expériences. Réfléchis profondément sur elles. L'ennui est le terreau de la créativité. Quand tu t'ennuies, ton esprit commence à vagabonder, à imaginer, à créer. Mais tu ne t'ennuies jamais parce que ton téléphone est toujours là. Chaque moment vide est rempli de scroll. Tu tues ta créativité par peur de l'ennui. Pratique l'ennui. Assieds-toi sans rien faire. Résiste à l'envie de chercher ton téléphone. Au début, c'est inconfortable. Mais après quelques minutes, ton esprit s'active différemment. Des pensées émergent. Des idées se forment. L'ennui n'est pas l'ennemi, c'est l'opportunité. La curiosité enfantine est le moteur de l'apprentissage. Les enfants demandent pourquoi constamment. Ils explorent, expérimentent, touchent, goûtent. Ils n'ont pas peur de l'échec parce qu'ils ne connaissent pas encore la honte. Retrouve cette curiosité. Demande pourquoi. Experiment. Accepte l'échec comme feedback. Le jugement tue la créativité et l'apprentissage. Quand tu juges constamment tes idées comme bonnes ou mauvaises, tu fermes des possibilités. Dans un brainstorming, la règle n'est pas de jugement. Toutes les idées sont bienvenues. Les idées folles mènent parfois aux meilleures solutions. Sépare la génération de l'évaluation. D'abord, génère des idées sans critique. Puis, dans une phase séparée, évalue. Cette séparation permet à ton esprit créatif de s'exprimer librement sans être constamment censuré par ton esprit critique. Ton critique intérieur a une voix forte. Il te dit que ton idée est stupide, que tu vas échouer, que tu n'es pas assez bon. Reconnais cette voix. Remercie-la pour essayer de te protéger. Puis fais ce que tu veux faire quand même. Le critique intérieur n'a pas à contrôler tes actions. Le courage intellectuel est la volonté d'explorer des idées controversées, de questionner le consensus, de penser de manière indépendante. Ce n'est pas de la contrariété pour la contrariété. C'est la recherche honnête de la vérité, même quand elle est impopulaire. Mais distingue la pensée indépendante de la pseudo-intellectualisme. Certaines personnes rejettent l'expertise établie juste pour se sentir supérieures. Ils deviennent des contrariants automatiques. La vraie pensée indépendante examine les preuves objectivement, respecte l'expertise mais ne s'y soumet pas aveuglément. Expertise et autorité ne sont pas la même chose. L'expertise mérite le respect et l'écoute attentive. Mais même les experts peuvent se tromper. Leurs perspectives sont colorées par leur formation, leurs expériences, leurs biais. Écoute les experts, comprends leurs arguments, puis décide par toi-même. Le scepticisme s'inquestionne mais reste ouvert aux preuves. Le cynisme rejette tout automatiquement. Le sceptique dit « prouve-le-moi ». Le cynique dit « je ne te croirai jamais ». Sois sceptique, pas cynique. Garde une ouverture d'esprit mais demande des preuves solides. Les preuves ont des qualités différentes. L'anecdote personnelle est la preuve la plus faible. L'étude scientifique rigoureuse est beaucoup plus forte. La méta-analyse de multiples études est encore plus forte. Apprends à évaluer la qualité des preuves, pas juste leur présence. L'alphabétisation scientifique est cruciale dans le monde moderne. Tu n'as pas besoin d'être scientifique, mais tu dois comprendre comment la science fonctionne. Les études peuvent être biaisées, mal conçues, mal interprétées. Apprends à lire au-delà des titres, à examiner la méthodologie, à considérer les conflits d'intérêts. La corrélation n'implique pas la causalité. C'est un des mantras de la pensée critique. Deux choses peuvent être reliées sans que l'une cause l'autre. Les ventes de glace et les noyades sont corrélées. Pas parce que la glace cause les noyades, mais parce que les deux augmentent en été. Cherche les variables confondantes. Cherche les explications alternatives. Ne saute pas à la conclusion la plus évidente. Souvent, la réalité est plus complexe qu'elle n'apparaît. Cette rigueur intellectuelle te protège contre la désinformation. Dans un monde d'informations infinies, le filtrage devient la compétence critique. Tu ne peux pas tout lire, tout savoir, tout comprendre. Tu dois choisir où mettre ton attention. Choices judiciousment. Privilégie la profondeur sur la largeur dans quelques domaines clés. Devenir expert dans un domaine te donne un framework mental. Tu apprends non seulement le contenu, mais comment penser dans ce domaine. Cette manière de penser est souvent transférable.
Un physicien apprend à penser en modèle et en approximation. Un historien apprend à penser en contexte et en nuances. Mais ne t'enferme pas complètement. Garde une largeur suffisante pour voir les connexions entre domaines. Les plus grandes innovations viennent souvent de quelqu'un qui applique les insights d'un domaine à un autre. La biomimicrie applique les designs de la nature à l'ingénierie. Les algorithmes génétiques appliquent l'évolution à l'optimisation. Ta capacité à apprendre rapidement dans de nouveaux domaines est peut-être plus précieuse que ton expertise dans un domaine. Le monde change vite. Les compétences deviennent obsolètes. Mais si tu sais comment apprendre, tu peux toujours t'adapter. Apprendre à apprendre est la métacompétence ultime. Les techniques d'apprentissage ont été étudiées extensivement. La science cognitive nous dit ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Pourtant, la plupart des gens utilisent des techniques inefficaces par habitude. Relier, surliner, cramming. Toutes ces techniques donnent l'illusion d'apprentissage sans créer de rétention réelle. Utilise ce qui fonctionne vraiment: la récupération espacée, l'interleaving, l'élaboration, la génération, la réflexion. Ces techniques sont scientifiquement validées. Elles demandent plus d'efforts que les méthodes passives. Mais c'est exactement pourquoi elles fonctionnent. La difficulté désirable crée l'apprentissage profond. Arrête de surligner passivement. Arrête de relire encore et encore. Commence à te tester. Commence à espacer tes sessions. Commence à mélanger différents types de problèmes. Commence à élaborer en créant des exemples. Ces changements simples transformeront ton apprentissage. Mais au-delà des techniques, il y a l'attitude. Carol Dweck a popularisé le concept de grosse mincée. Croire que tes capacités peuvent se développer change tout. Face à un défi, le fixed mincée dit « je ne peux pas le faire ». Le grosse mincée dit « je ne peux pas le faire encore ». Ce petit mot, « encore », contient une révolution. Il transforme l'échec présent en apprentissage futur. Il ouvre la possibilité de croissance. Il transforme l'identité statique en processus dynamique. Tu n'es pas stupide, tu es en train d'apprendre. Célèbre l'effort et le progrès, pas juste les résultats. Le résultat est souvent hors de ton contrôle. Mais l'effort, c'est toujours ton choix. Tu as travaillé dur, tu as essayé de nouvelles stratégies, tu as persisté malgré les difficultés. C'est ce qui compte. Les résultats suivront éventuellement. La comparaison sociale est inévitable mais toxique. Tu te compares toujours à ceux qui sont meilleurs dans des domaines spécifiques. Personne ne gagne à ce jeu. Il y aura toujours quelqu'un de plus intelligent, plus accompli, plus talentueux. Accepte cette réalité et lâche prise. La seule comparaison utile est avec ton soi passé. Es-tu meilleur qu'il y a 1 an? Qu'il y a 5 ans? Si oui, tu progresses. C'est suffisant. Le chemin n'est pas une compétition avec les autres. C'est une collaboration avec ton soi futur. Ton soi futur dépend des choix de ton soi présent. Chaque action est un vote pour le type de personne que tu veux devenir. Tu veux être intelligent? Vote en lisant ce livre. Tu veux être sage? Vote en réfléchissant sur cette expérience. Petit à petit, vote par vote, tu deviens cette personne. L'identité suit le comportement. Tu ne deviens pas coureur en te disant que tu es coureur. Tu deviens coureur en courant. Répétitivement, constamment, même quand c'est dur. Après assez de répétitions, l'identité s'installe. Je suis quelqu'un qui court. Je suis quelqu'un qui apprend. Change ton identité en changeant tes comportements. Commence petit. 1 livre par mois fait de toi un lecteur. 30 minutes d'exercice par jour fait de toi quelqu'un d'actif. 10 minutes de méditation par jour fait de toi quelqu'un de contemplatif. L'identité émerge de la pratique. Les stoïciens comprenaient que tu deviens ce que tu pratiques. Marc Aurèle se rappelait constamment ces principes. Pas parce qu'il les avait oubliés, mais parce que la répétition grave les patterns dans l'esprit. Il se reprogrammait quotidiennement pour être la personne qu'il voulait être. Tu es déjà en train de te programmer. La question est si c'est intentionnel ou accidentel. Les pensées que tu répètes deviennent tes croyances. Les actions que tu répètes deviennent tes habitudes. Les habitudes répétées deviennent ton caractère. Ton caractère devient ton destin. Prends le contrôle de cette programmation. Choisis consciemment tes pensées. Choisis consciemment tes actions. C'est dur au début. Ton cerveau résiste au changement. Il préfère les patterns existants même s'ils te limitent. Mais avec la répétition, les nouveaux patterns deviennent naturels. La neuroplasticité te donne cette opportunité de reprogrammation. Ton cerveau à 40 ans peut apprendre de nouvelles choses, former de nouvelles connexions, développer de nouvelles capacités. C'est plus lent qu'à 20 ans,
mais c'est possible. Ne te limite pas avec des croyances sur l'âge. Les personnes âgées qui maintiennent leur acuité mentale ont des points communs. Elles restent curieuses, elles continuent à apprendre, elles restent sociales, elles restent physiquement actives. Ce n'est pas de la chance génétique. Ce sont des choix répétés sur des décennies. Pense long terme. Tes actions aujourd'hui créent ton cerveau de dans 10 ans. Chaque livre que tu lis, chaque conversation profonde que tu as, chaque problème que tu résous enrichit ton cerveau. Inversement, chaque heure passée en scroll passif, en consommation passive, en paresse mentale appauvrit ton cerveau. Les choix composent. Un mauvais choix, pas de problème. 100 mauvais choix répétés créent une trajectoire. 1000 mauvais choix créent une vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que les bons choix composent aussi. Un livre ne te rendra pas génie. 100 livres bien choisis te transformeront. La transformation n'est pas un événement. C'est un processus graduel, presque imperceptible jour par jour. Tu ne vois pas tes cheveux pousser, mais après des mois, ils sont clairement plus longs. Tu ne sens pas ton intelligence augmenter jour par jour, mais après une année d'apprentissage discipliné, tu es clairement plus capable. Fais confiance au processus. Même quand tu ne vois pas les résultats immédiatement. Même quand ça semble que rien ne change. Sous la surface, les connexions se forment, les patterns s'établissent, les capacités se développent. Continue. La constance crée des miracles. Marc Aurèle te dirait que l'obstacle est le chemin. Chaque difficulté que tu rencontres dans ton apprentissage n'est pas un blocage, c'est une opportunité. C'est exactement là que la croissance se produit. Si c'était facile, tu n'apprendrais rien de nouveau. Embrace la dificulté. Quand tu bloques sur un concept, c'est ton cerveau qui se restructure pour l'accommoder. Quand tu échoues à un test, c'est l'information dont tu as besoin pour savoir quoi étudier. Quand tu te sens stupide, c'est le signe que tu es sorti de ta zone de confort. La zone de confort est confortable mais stérile. Rien ne pousse là. La croissance se passe juste au-delà, dans la zone d'apprentissage. Pas tellement au-delà que tu es paniqué et paralysé, mais assez au-delà que tu es challengé. Trouve cette zone et vis-la autant que possible. Les athlètes parlent de l'entraînement à la limite. Pas si facile que tu ne progresses pas si dur que tu te blesses, mais juste à la limite de tes capacités actuelles. Ce principe s'applique à l'apprentissage mental. Trouve ta limite cognitive et pousse-la doucement, constamment. Sois patient avec toi-même. Tu ne maîtriseras pas quelque chose de complexe en une semaine ou un mois. L'expertise demande des années. Mais ces années passeront de toute façon. Dans 5 ans, tu auras soit 5 ans de plus d'expertise, soit juste 5 ans de plus d'âge. Ton choix. Commence aujourd'hui. Pas demain, pas lundi prochain, aujourd'hui. Lis une page. Résous un problème. Pose une question. Ces petites actions ne semblent pas importantes. Mais c'est exactement ces petites actions répétées qui créent les grandes transformations. Ton intelligence n'est pas ton destin. C'est juste ton point de départ. Où tu vas dépend de tes choix, de ton effort, de ta persistance. Les stoïciens croyaient profondément au pouvoir du caractère sur les circonstances. Tu n'as peut-être pas choisi ton point de départ, mais tu choisis ta direction et ta vitesse. La sagesse finale du stoïcisme sur l'intelligence est peut-être celle-ci. L'intelligence au service de la vertu devient sagesse. L'intelligence au service de l'ego devient arrogance. L'intelligence au service de l'avarice devient manipulation. Ce qui compte n'est pas combien tu es intelligent, mais comment tu utilises cette intelligence. Utilise ton esprit pour contribuer, pour créer, pour aider, pour comprendre. Utilise-le pour devenir une meilleure version de toi-même et pour aider les autres à faire de même. C'est ça l'intelligence qui compte. Pas les points de QI, pas les diplômes, mais l'impact positif que tu crées dans le monde. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà démontré quelque chose d'important. La capacité de concentration, la volonté d'apprendre, la patience de lire profondément. Ce sont des qualités rares et précieuses. Continue à les cultiver. Elles te serviront toute ta vie. Rappelle-toi, même les plus grands esprits de l'histoire ont douté, ont lutté, ont échoué. Einstein n'a pas parlé jusqu'à 4 ans. Darwin se considérait comme un penseur lent. Socrate savait qu'il ne savait rien. Ta lutte actuelle n'est pas la preuve de ton manque d'intelligence. C'est la preuve que tu es sur le chemin de la croissance. Alors respire. Sois patient avec ton cerveau magnifique et imparfait. Continue à apprendre, un jour à la fois, un concept à la fois, une connexion à la fois. L'intelligence n'est pas une destination où tu arrives. C'est un chemin que tu marches toute ta vie. Et chaque pas compte. Tu es capable de bien plus que tu ne le penses. Ton cerveau est une machine extraordinaire qui attend juste que tu l'utilises pleinement. Donne-lui le carburant dont il a besoin. Donne-lui les défis qui le font grandir.
Donne-lui le repos qui permet la consolidation. Et surtout, donne-lui la constance qui transforme le potentiel en réalité. L'intelligence que tu cherches est déjà en toi. Pas complètement développée, mais présente comme un potentiel. Chaque jour, tu choisis si tu nourris ce potentiel ou si tu le laisses dormir. Choisis de le nourrir. Choisis d'être curieux. Choisis d'être courageux face à l'inconnu. Choisis d'être humble face à ton ignorance. Choisis d'être persiste face aux difficultés. Ces choix, répétés jour après jour, année après année, créent une vie d'intelligence croissante, de sagesse grandissante, de contribution significative. Ce n'est pas glamour. Ce n'est pas instantané. Mais c'est réel. Et c'est accessible à toi, maintenant, aujourd'hui. Si cette vidéo a résonné en toi, si tu as reconnu une partie de ton chemin dans ces mots, alors rejoins-nous. Abonne-toi à Esprit Stoïcien pour continuer ce voyage vers une intelligence plus profonde et une sagesse plus vraie. Active la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui cherche aussi à développer son potentiel. Parfois, un mot au bon moment peut déclencher une transformation. Prends soin de toi, mon ami, et n'oublie jamais, tu es déjà plus capable que tu ne le penses.